Évidemment, je voudrais remercier tous les élèves là qui sont connectés, tous les membres de la communauté du lycée. Et je voudrais évidemment te remercier, Delphine, d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plusieurs années en fait que vous voulez t'avoir. L'année dernière, on a reçu deux de tes élèves, enfin, c'est-à-dire Émile et Myriam Ackerman, qui ont été vraiment formidables. Oui. Et puis, on a eu, disons, la première partie, si je puis dire, avec Rachid Benzine, qui est venu au lycée, qui est donc le co-auteur avec toi, comme de Mille et une façons d'être juif et musulman, comme va nous le rappeler Noah Benichou. Donc, je voudrais aussi accueillir donc Noah, qui est élève de terminale et qui est donc présidente du club Communauté et Culture Juive, qui a été créé en septembre 2019. Voilà, Noah, à toi la parole, si tu peux présenter le rabbin Delphine Orviller. Et donc, bonjour à tous, merci. Donc Delphine Orviller est la troisième femme rabbin de France. Elle est rabbin de judaïsme en mouvement et directrice de la revue Ténoua. Elle est non seulement un pilier de sa communauté religieuse, mais aussi parvient à expliquer l'antisémitisme et son implication dans notre monde d'aujourd'hui. L'antisémitisme est un mot qui a de nombreuses définitions, mais Delphine Orviller apporte une explication sur l'origine de cette discrimination religieuse au travers de son livre « Réflexions sur la question antisémite » publié en 2019. De plus, elle encourage un dialogue interreligieux. Elle est co-auteure avec Rachid Benzine, qui a été invité au lycée l'année dernière, des mille et une façons d'être juif et musulman, publié en 2017. Elle va donc nous parler de l'antisémitisme en France et aux États-Unis et étendre la discussion au dialogue interreligieux. Merci Noah. Delphine, la parole est à toi. Donc, on va t'écouter pendant 25 minutes, 20-25 minutes, et puis ensuite, on va passer donc aux questions qu'ont préparées les élèves. Et je voulais juste vous dire que vous pouvez aussi poser des questions sur le Q&A. Et si on a la possibilité, le temps d'y répondre, eh bien, voilà, on essaiera de les intégrer. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. On ne sait jamais si la liaison est bonne, mais enfin voilà, j'espère qu'on va réussir à se sentir proche malgré la distance. Je crois qu'on est tous devenus des champions de cela ces derniers mois. On a tous été obligés de reconsidérer le sens des distances au cœur de la crise sanitaire qu'on traverse. Parfois, ceux qui sont très loin géographiquement de nous sont étrangement proches, et parfois ceux qui sont de l'autre côté des murs de nos appartements eh bien, nous semble tout à coup très, très, très loin. Donc, on a dû revisiter le sens des distances. J'ai un petit peu l'impression de voyager à New York aujourd'hui. Et ça me fait du bien parce que moi, j'ai un vrai manque de New York. J'ai une passion pour cette ville où j'ai eu la chance de vivre pas mal d'années. En tout cas, la chance d'y faire toutes mes études rabbiniques. Et j'ai gardé une affection immense, une très grande tendresse pour cette ville qui me manque beaucoup aujourd'hui et pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude parce qu'on en reparlera peut-être dans vos questions, mais j'ai la certitude que je ne serais pas devenue rabbin si je n'avais pas rencontré New York. En fait, cette ville a joué un rôle considérable et déterminant dans ma possibilité de devenir rabbin parce que voilà, j'ai grandi dans un monde où cette option n'existait pas. J'ai grandi dans un monde juif plutôt traditionnaliste, au cœur d'une tradition juive et je dirais plus largement d'un pays où il n'y a pas de femmes dans le leadership religieux. Et donc, je crois que j'aurais jamais eu cette idée si j'étais pas venue à New York, je n'avais pas découvert d'autres sensibilités juives. Je me souviens notamment d'un jour, je raconte souvent cette anecdote, un jour où à New York, j'ai pris un verre avec un rabbin américain et qui m'a dit « Mais dis donc, avec ton parcours et ton intérêt pour l'étude, pourquoi tu n'envisages pas de devenir rabbin ?» Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il plaisantait et j'ai éclaté de rire comme s'il s'agissait d'une blague. Et lui n'a pas ri. Et c'est étrange, hein, mais le fait qu'il n'ait pas ri a eu sur moi un effet presque comme une révélation. C'est-à-dire que j'ai compris en une seconde que cette option pouvait ne pas être une plaisanterie, être quelque chose de très sérieux. Et c'est ouverte pour moi une porte par laquelle j'ai fini par entrer. Et j'ai fait le choix donc de venir passer quelques années aux États-Unis. Et finalement, j'ai obtenu en 2008 une ordination rabbinique dans un séminaire de New York, un séminaire rabbinique. Et je suis revenue en France et ça fait maintenant 12 ans que je suis rabbin ici d'une grande communauté. J'ai eu la chance
de pouvoir enseigner, écrire et accompagner rabbiniquement beaucoup de gens ici, et j'espère qu'on pourra dans un instant en parler. J'ai pas l'intention de faire un très très long discours parce que, vous savez, quand j'étais à l'école rabbinique, un jour, un de mes enseignants m'a dit une phrase très drôle. Il m'a dit on n'a jamais reproché à un rabbin de faire un discours trop court. Alors, je vais m'efforcer de suivre ce conseil. Je crois que ce conseil, il est particulièrement pertinent. Une semaine comme la nôtre, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, on est au cœur de la période des fêtes juives. On sort tout juste de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, un moment où les rabbins ont beaucoup parlé, peut-être trop parlé d'ailleurs. En tout cas, dans les synagogues, c'est un moment où il y a bien des discours rabbiniques, des enseignements qui sont donnés. Et chez beaucoup de gens, il y a une forme d'overdose. À ce moment-là, on se demande toujours, j'en plaisante souvent avec mes collègues rabbins, on se demande toujours le Shabbat qui suit Yom Kippour, s'il y aura qui que ce soit à la synagogue ou si les gens peut-être vivent une forme d'overdose synagogale et ne seront pas là au rendez-vous. La fête de Sukkot s'apprête à débuter, donc on est vraiment dans la grande saison des rendez-vous rituels, et je ne sais pas si c'est un moment pour faire parler très longtemps les rabbins. Mais je suis quand même ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Alors, je vais vous dire peut-être un petit mot sur le monde dont je viens, et peut-être ce qui explique mon cheminement à la fois vers le rabbinat et vers aussi les thèmes des livres que j'ai pu écrire ces dernières années, dont celui sur l'antisémitisme dont je vous parlerai. Moi, je viens d'une famille qui, comme beaucoup de familles juives, est à cheval entre plusieurs mondes. C'est peut-être d'ailleurs une particularité de la culture juive que beaucoup d'entre nous partagent, c'est que l'identité juive, elle a très souvent beaucoup à voir avec un carrefour identitaire. La possibilité d'être d'ici et d'ailleurs, de mêler des mondes, de mêler des origines, de mêler des langages. Et cette espèce d'intersection d'univers et de culture, moi, il a été très présent dans mon parcours. Je viens d'une famille juive, très traditionnaliste, voilà, mon grand-père était rabbin, mon père est président d'une communauté juive traditionnaliste, j'ai eu une éducation juive classique, mais en même temps, je viens d'une famille extrêmement républicaine au sens français du terme, c'est-à-dire très ancrée dans l'amour de la République, l'amour de la laïcité, un ancrage à l'histoire de France et à ce que la France a représenté pour les Juifs dans l'histoire, extrêmement fort. Là, j'ai un instant là, vous me voyez, ouais, parce que l'image a été coupée un instant. J'espère que pour vous c'est ok. Donc, je viens d'une famille qui est un peu à cheval entre ces univers, un univers français très puissant et aussi un univers juif très traditionnel. Et puis il y a d'autres univers qui se chevauchent dans mon parcours, et je pense que c'est pas anodin. La famille de mon père vient d'une région en France qui s'appelle l'Alsace-Lorraine. C'est peut-être le cas de certains de vos étudiants au lycée français de New York. L'Alsace-Lorraine, vous savez, ce sont deux régions qui sont à la frontière entre la France et l'Allemagne, et qui ont été tour à tour françaises et allemandes. Il y a eu beaucoup de guerres qui ont été menées et qui ont eu pour décor l'Alsace-Lorraine. En tout cas, l'Alsace-Lorraine, c'est un territoire qui a été très important pour les Juifs de France, parce que c'est une terre où il y a toujours eu une communauté juive très importante et très ancrée et très sédentarisée, c'est-à-dire que les Juifs d'Alsace-Lorraine se sont toujours sentis comme étant comme appartenant très fortement à ce lieu, comme étant pas du tout des Juifs nomades, contrairement à ce que peut-être d'autres Juifs dans le monde se sont sentis dans l'histoire. Les Juifs d'Alsace-Lorraine se sont toujours sentis très ancrés et installés ces derniers siècles. Ça, c'est l'histoire de la famille de mon père. Et la famille de ma mère a une histoire très différente. Ils viennent des Carpates, de ce qui a été tour à tour la Hongrie, la Slovaquie. Et eux, ils ont une histoire, bien sûr, très différente, une histoire de déracinement, une histoire aussi d'arrachement, l'histoire de la Shoah, une histoire très meurtrie et très traumatisée par la Shoah. Et mes grands-parents maternels sont arrivés juste après la guerre, un peu par hasard en France, sans véritablement d'ancrage ici. Ils parlaient uniquement yiddish et très peu français jusqu'à la fin de leur vie. Et j'ai eu le sentiment, enfant, que j'avais à grandir entre ces deux histoires, entre ces deux mondes, qui étaient en fait des univers que je ne parvenais pas à réconcilier. Il y avait d'un côté une histoire d'ancrage, d'appartenance, et de l'autre une histoire de
d'arrachement et de décrochage. Il y avait du côté de mon père une histoire de juifs qui avaient été sauvés par des non-juifs, par ce qu'on appelle des justes parmi les nations, et donc qui se sentaient une gratitude très forte à l'égard du monde non-juif et du monde français qui les avait sauvés. Et il y avait du côté de ma mère une histoire qui racontait l'inverse, qui racontait non pas qu'on pouvait avoir confiance en l'autre, mais qu'il fallait au contraire toujours s'en méfier et que votre voisin pouvait demain devenir votre assassin. Et j'ai eu le sentiment, enfant, que j'avais à composer au cœur de ce qu'on pourrait appeler d'un mot un peu complexe, une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il fallait que je navigue entre ces deux récits qui avaient énormément de mal à se combiner l'un avec l'autre. Et c'est vrai que très jeune, ça m'a poussée à interroger mon identité juive. Est-ce que mon identité juive, c'est une identité d'ancrage ou d'arrachement? Est-ce que mon identité juive, elle a à voir avec le fait d'appartenir ou avec le fait de ne pas complètement appartenir? Pour utiliser un mot anglais, est-ce que mon identité juive, c'est une histoire d'insider ou une histoire d'outsider? Et je crois, enfin, je suppose que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, où que vous ayez grandi, et même si vous avez passé toute votre vie aux États-Unis, vous pouvez très bien percevoir que, voilà, au cœur de l'identité juive, il y a ça, il y a le fait d'être à la fois in et out, c'est-à-dire se considérer comme étant totalement membre d'une société dans laquelle vous vivez, à laquelle vous contribuez, mais savoir en même temps qu'il y a toujours des gens pour qui vous continuerez d'être d'une façon ou d'une autre un peu étranger au lieu où vous avez grandi et qui est pourtant votre patrie. Alors voilà, moi j'ai grandi en France dans les années 80-90, bien avant que vous ne soyez nés, bien entendu, pour la plupart d'entre vous. Et dans les années 80-90, je me souviens m'être dit plein de fois, en tout cas beaucoup dans les années 80, je me souviens m'être dit que j'avais la chance d'appartenir à une génération qui ne connaîtrait sans doute jamais l'antisémitisme, parce que la guerre et la Shoah étaient si proches dans notre histoire, parce que le monde avait sans doute compris qu'il y avait un traumatisme encore très frais dans les mémoires. Et je me souviens m'être dit bien souvent à l'adolescence, peut-être à votre âge, que nous, on était une génération comme immunisée, qui avait une immunité contre l'antisémitisme et qu'on avait la chance dans l'histoire de ne pas avoir à connaître cette menace. Et puis ensuite, il y a eu un moment de bascule qui est en réalité difficile à dater. Moi, je peux le dater à titre personnel, mais en fait, il est difficile à dater de façon objective. Chacun peut le dater de façon très subjective dans sa propre vie. Moi, je le daterai en 1990, à un moment particulier, dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler. En 1990, en France, il s'est passé un incident terrible. Un cimetière juif dans une ville nommée Carpentras, dans le sud de la France, a été profané par des gens sans doute d'extrême droite qui ont donc profané ce cimetière juif. Et ça a déclenché en France une réaction nationale majeure. Il y a eu une manifestation gigantesque. Moi, j'avais 15 ans à peu près à l'époque, et les gens sont sortis dans la rue. Le président de la République, qui était à l'époque François Mitterrand, est sorti dans la rue. Il y a eu une réaction nationale très forte. Et je me souviens clairement de m'être dit, ce jour-là, ou à ce moment-là, que tiens, peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'en fait, ma génération n'était pas immunisée et que nous allions devoir, nous aussi, à notre manière, entrer dans ce combat contre la haine qui avait été un combat finalement permanent de l'histoire et de l'histoire juive. Et puis après, il y a eu d'autres dates dramatiques et impossibles à oublier. D'ailleurs, des dates souvent bien plus proches d'aujourd'hui. Moi, je pourrais en nommer quelques-unes. En 2006, a été assassiné juste à côté de Paris un jeune homme, un jeune adulte qui s'appelait Ilan Halimi, un jeune homme qui a été kidnappé, torturé et assassiné par un groupe de malfrats qui se nommait le gang des barbares et qui clairement l'a tué parce qu'il était juif et qu'il pensait qu'en kidnappant ou tuant un juif, il pourrait sans doute extraire de l'argent de la communauté juive. Ça a été un moment de choc très particulier pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de juifs français. Pas juste parce que ce qui se passait était bien sûr dramatique et horrible, mais aussi parce qu'à ce moment-là, il y a eu pour beaucoup d'entre nous le sentiment d'une sorte de solitude. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que tout à coup, l'assassinat de Ilan Halimi déclenchait une réaction très forte et émotionnelle au sein de la communauté juive, mais pas nécessairement à un niveau national
comme l'avait déclenché la profanation du cimetière de Carpentras dans les années 90. Et puis après, il y a eu bien d'autres dates dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Il y a eu un traumatisme extrêmement fort au moment de 2012, au moment où un assassin, dont je ne souhaite même pas prononcer le nom, est entré à Toulouse dans une école juive et il a assassiné à bout portant des enfants. Ça a été, comme vous pouvez l'imaginer, un choc absolument terrible pour beaucoup d'entre nous. Et puis il y a eu en 2015, en janvier 2015, les attaques terroristes à l'hypercacher de Paris, tout près d'ici d'ailleurs, tout près où je me trouve maintenant, au moment où je vous parle. Et j'y pense particulièrement ces derniers jours parce que vous le savez peut-être, se tient à Paris exactement en ce moment le procès des attentats de janvier 2015, c'est-à-dire le procès des attentats à Charlie Hebdo et dans l'épicerie cachère 2 jours plus tard, le 7 et le 9 janvier 2015. Et on pourrait citer encore beaucoup d'autres dates, mais tous ces moments, je crois, ont fait comprendre à ma génération et à la génération plus jeune que malheureusement, nous étions de retour en un temps où ce combat était pertinent pour nous tous et que la difficulté était de percevoir que cette menace antisémite venait tout à coup de lieux et d'espaces qu'on n'avait pas envisagés nécessairement avant cela. Quand en 1990, le cimetière de Carpentras est profané, cette menace vient de l'extrême droite et d'une certaine manière d'un antisémitisme qui a été très identifié et qui est très connu à travers l'histoire. Mais tout à coup, ces dernières années, les actes et les paroles antisémites viennent en France non seulement de l'extrême droite, mais sont arrivés également d'une partie de l'extrême gauche ou de la gauche radicale et également, bien sûr, d'une certaine jeunesse musulmane au sein de laquelle on a entendu ces dernières années des discours chargés d'antisémitisme. Et donc, tout à coup, le combat, il est beaucoup plus complexe à mener parce que ce que beaucoup de Juifs de France ont ressenti ces dernières années, c'est qu'il était devenu comme difficile d'identifier qui étaient nos alliés dans ce combat. Pourquoi est-ce que la menace venait de populations ou de groupes qu'on n'avait pas avant identifiés et qui étaient nos amis et nos alliés dans ce combat et comment expliquer le fait que peut-être ces dernières années, beaucoup de Juifs en France se sont sentis comme un peu seuls dans ce combat. Comme si finalement, et ça ce serait intéressant qu'on en parle ensemble peut-être dans un instant, comme si finalement pour beaucoup de gens, l'antisémitisme c'était devenu un combat que les Juifs devaient mener, de la même manière que le racisme aurait été un combat que les Noirs devraient mener, de la même manière que la lutte contre l'homophobie serait un combat que la communauté LGBT devrait mener, une sorte de communautarisation des combats qui a été extrêmement difficile et douloureuse à vivre en France, d'autant plus douloureuse qu'elle est radicalement contraire à, on va dire, à une certaine idée de la République, un idéal républicain, sur lequel peut-être on parlera là aussi dans un instant, c'est que la République française a toujours rejeté l'idée du communautarisme. Autant aux États-Unis, le mot communauté, vous le savez, est chargé d'une connotation plutôt positive, autant dans un contexte français, on se méfie de tout rassemblement communautaire parce qu'on considère qu'il tend à diluer la force d'un être ensemble. Pour le dire autrement, on considère dans l'histoire française, et c'est un long héritage historique, que la puissance du nous est la force d'un nous national, mais que on a du mal à accepter l'idée que des communautés se constituent en un nous qui commencerait à parler à la première personne du pluriel et qui ne permettrait plus aux uns et aux autres, aux individus, de parler à la première personne du singulier. L'héritage très puissant de la laïcité à la française, qui est souvent difficile à comprendre pour le monde anglo-saxon et difficile à comprendre pour les Américains, c'est que l'histoire de France et de la laïcité s'est construite sur une défense très forte de l'individu au sein d'une nation, une défense forte de l'individualité, parfois même contre sa naissance, contre ses origines, contre sa religion. Et donc, là, le communautarisme, c'est-à-dire le repli des gens sur une communauté, une identité, une ethnie ou une religion, est perçu ici comme une menace. Et donc, ça a renforcé d'une certaine manière ces dernières années la difficulté à lutter contre le racisme ou l'antisémitisme parce que chacun était comme renvoyé à sa communauté qui aurait dû se soucier de ses propres intérêts ou des propres menaces qui pesaient sur elle.
c'est dans ce contexte que j'ai décidé, il y a de ça quelques années, d'écrire sur l'antisémitisme. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle Réflexions sur la question antisémite, qui a un petit clin d'œil à Sartre. Jean-Paul Sartre avait écrit, après la guerre, un livre très célèbre qui s'appelait Réflexions sur la question juive. Et moi, j'ai décidé de retourner ou de contourner le titre de ce célèbre ouvrage de Sartre pour nous poser la question de, finalement, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'antisémitisme aujourd'hui. Mais des livres sur l'antisémitisme, vous le savez, il y en a eu des dizaines, des centaines qui ont exploré cette problématique par des prismes historiques, économiques, sociologiques ou même psychanalytiques. Mais moi, j'ai décidé de m'y intéresser sous un angle plus original, sous un angle rabbinique. Parce qu'il se trouve que les rabbins, à travers l'histoire, se sont intéressés à la haine du juif. Bien sûr, dans le Talmud et dans les textes des rabbins, écrits de cela il y a des centaines d'années ou des milliers d'années, on ne parle pas d'antisémitisme, c'est un mot très moderne et très récent. Mais on réfléchit très fortement à la question de la haine du juif. Pourquoi est-ce qu'à travers les siècles, on a toujours, presque en tout temps et en tout lieu, on a accusé les juifs de tout et de son contraire? Ça, c'est une particularité de l'antisémitisme, vous le savez, à travers l'histoire. On a accusé les juifs tour à tour d'être trop riches ou trop pauvres, de manipuler le système ou alors d'être des parasites du système. On les a accusés d'être patriarcaux, d'avoir inventé le patriarcat ou au contraire, d'avoir inventé le féminisme. On les a accusés d'avoir inventé Jésus mais de ne pas y croire. On les a accusés d'être trop bourgeois ou au contraire d'être trop révolutionnaires. On les a accusés d'être trop capitalistes ou au contraire trop communistes. Donc vous le voyez bien, dans l'accusation antisémite, il y a un fourre-tout. En fait, on accuse dans des contextes différents toujours les juifs de tout et du contraire, et parfois même simultanément. Et les sages du judaïsme et les rabbins en sont très conscients. Ils sont conscients dans nos textes que la particularité du juif, c'est qu'il représente toujours à la fois le même et l'autre. Celui qui n'est pas comme moi, mais celui qui me ressemble beaucoup. Il y a un texte dans la Bible très célèbre qui résume ça parfaitement. Vous le connaissez peut-être, il est au cœur d'un livre qu'on appelle le livre d'Esther, un livre qu'on lit tous les ans à Pourim, au moment d'un carnaval juif, au moment du printemps à peu près. On lit cette histoire d'un méchant qui pourrait être défini comme l'antisémite biblique par excellence, qui s'appelle Haman. Et Haman, au tout début du récit du livre d'Esther, se tourne vers le roi local et lui dit « Il y a dans le royaume un peuple qui est comme nous, mais pas comme nous. Il suit nos lois, mais il a ses propres lois. » Et cette accusation de Haman est en fait une accusation classique de l'antisémitisme à travers les siècles. Cette idée qu'on reproche aux Juifs d'être à la fois le même et un autre. Et ça, c'est une particularité de l'antisémitisme qui le rend différent, je dirais, du racisme. Le racisme, en général, c'est plutôt la haine de l'autre parce qu'il est autre. On reproche à un autre de ne pas être comme nous, de ne pas parler notre langue, de ne pas avoir la même couleur de peau. Mais l'antisémitisme, c'est un tout petit peu plus complexe parce que souvent on reproche aux Juifs ça et le contraire. On se dit, tiens, le Juif ne s'habille pas comme moi et ne mange pas comme moi, mais en même temps, peut-être que mon voisin est juif, mon président, mon ministre, mon médecin, qui sait, est juif et je ne le sais pas. Donc, cette jonction étrange entre être comme et ne pas être comme est quelque chose qui existe toujours au sein de l'antisémitisme et dont les rabbins ont conscience. Ils ont aussi conscience d'autre chose, c'est que on a très souvent dans l'histoire accusé les Juifs d'avoir plus que les autres. C'est-à-dire, autant dans le racisme, souvent on accuse l'autre d'être moins que nous, c'est-à-dire d'être un peu moins civilisé que nous ou un peu plus barbare, autant très souvent dans l'antisémitisme, il y a au contraire une forme, non pas de mépris, mais de jalousie, d'envie. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu autour de vous, on l'entend encore aujourd'hui dans l'antisémitisme actuel, cette idée que les Juifs disposeraient contrôleraient le système, auraient plus de chance, auraient plus de bénédictions, auraient plus de privilèges. Et cette idée, elle a toujours existé au sein du discours antisémite. L'idée que, on soupçonne les Juifs d'avoir, d'une certaine manière, usurpé les richesses, d'avoir volé quelque chose, une place ou un droit qui nous reviendrait, mais que nous ne pouvons pas avoir parce qu'ils ont, d'une certaine manière, pris la place. Et cette idée de jalousie et d'envie,
elle est extrêmement importante à entendre dans le background, un peu dans l'arrière-plan souvent de certains discours, et elle est incontestablement à l'œuvre. Et puis, un dernier point qui est très souvent à l'œuvre dans l'antisémitisme, et vous l'avez peut-être perçu, c'est l'accusation des Juifs. On accuse les Juifs de représenter une forme d'impureté, c'est-à-dire qu'on les accuse de rendre impurs les croyances, ou alors de rendre impurs les esprits, ou de rendre impure la nation dans laquelle ils vivent, comme s'ils constituaient une forme de contamination. On l'a entendu il n'y a pas si longtemps que cela, vous vous en souvenez peut-être, lors de la tragédie à Pittsburgh, de cet homme qui entre dans une synagogue pour y assassiner les fidèles. Quand on essaie de comprendre ce qui a motivé son geste, eh bien, il le justifie dans ses écrits en disant que les Juifs contaminent le sol américain en laissant des caravanes de migrants entrer à la frontière. Et vous l'entendez, cette notion d'impureté juive, de menace de contamination qu'on entend aujourd'hui, elle a été présente à travers tous les siècles. Elle a été présente aussi dans la rhétorique nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a été présente au Moyen-Âge. On soupçonnait les Juifs de contaminer les puits, etc., ou d'apporter la peste, ou que sais-je encore. Et donc, c'est quelque chose auquel il nous faut tendre l'oreille. Et peut-être je conclurai là-dessus avant qu'on engage notre discussion. Je pense que c'est d'autant plus important de réfléchir à ça, qu'on se trouve, chers amis, au cœur d'une crise sanitaire. C'est-à-dire au cœur d'un moment où la rhétorique de la pureté et de l'impureté, la rhétorique et le discours de la peur de la contamination est omniprésent autour de nous. Et bien entendu, on a raison d'en parler, on a raison de se soucier de la non-contamination, de se poser la question de la pureté, de la peur de la transmission du virus, etc. Tout cela est bien légitime, mais je pense que simultanément, il faut particulièrement tendre l'oreille à la façon dont ce discours sanitaire pourrait ou risquerait d'être récupéré par ceux qui ont en eux une obsession de l'intégrité, une obsession de la pureté. Et ça, c'est le propre de tous les fondamentalismes, qu'ils soient politiques ou religieux. Si on doit définir ce qui caractérise presque tous les fondamentalismes, encore une fois, politiques ou religieux, tous les extrémismes, se définissent par une obsession de la pureté, une obsession de l'authenticité, du non contaminé. Et c'est pas du tout étonnant qu'à un moment donné, leur discours et leur rhétorique se heurtent à la figure du juif, parce qu'à travers l'histoire, le juif a toujours été cette figure du mélange, de la porosité, de l'entre-deux-mondes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je crois que je vous ai fait un très long monologue de rabbin. Je m'étais engagée à ne pas faire trop long. On pourrait encore parler de bien des choses, mais je trouve que c'est peut-être bien maintenant qu'on engage plutôt un dialogue entre nous, si vous en êtes d'accord. Formidable. Merci Delphine pour ce discours pas si long que ça. On aurait pu t'écouter encore. En tout cas, vraiment intéressant et puis à la fois ancré dans l'histoire et dans le présent. Et donc ça, c'est ce que tu fais parfaitement bien. Et je pense que pour les élèves, c'est formidable. Donc je vais passer. En fait, les élèves ont préparé des questions. Et Noah qui va donc les dire. Je pense que la première question, en fait, Noah, si tu veux nous dire la question 1, Oui. qui est la tienne d'ailleurs. Donc, selon vous, que veut dire être juif dans le monde d'aujourd'hui et donc plus particulièrement en France? Mais après, vous pouvez pas aux États-Unis aussi. Alors là, je ne sais pas qui a posé cette question, elle est formidable, mais à la fois, je pense qu'il me faudrait plusieurs siècles pour commencer à répondre à cette question. Vous savez, la question dans la tradition juive de qu'est-ce que c'est qu'être juif, c'est une question infinie, parce que le propre du judaïsme, et vous le savez sans doute, c'est qu'il ne se laisse pas définir. Il y a des gens qui vous disent qu'on est juif parce que on a une mère juive, un père juif, des grands-parents juifs, parce que nos enfants sont juifs, parce qu'on a un rapport à l'hébreu, au temps juif, à Israël, et que sais-je encore. Il y a 1000 façons et plus de définir à quoi ça tient. Et donc, c'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est qu'être juif aujourd'hui. Pour moi, à chaque fois que je pense à l'identité juive, je pense à ceux qui sont, dans notre tradition, les modèles de cette identité, ceux qui incarnent ou qui portent le nom de notre identité. Alors, on peut commencer par la Bible même. Il y a un personnage dont les Juifs se revendiquent, d'ailleurs les chrétiens et les musulmans aussi, c'est intéressant. C'est la figure du Père par excellence. C'est un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, dans la Bible, c'est une figure paternelle, une figure d'origine. Mais ce qui est intéressant, vous en souvenez peut-être, c'est qu'il est le premier homme qui quitte sa maison
il entend un appel, il quitte sa maison, il se met en route vers la terre promise, et à partir de ce moment-là, il va être défini comme un ivri, comme un hébreu. Mais un hébreu, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui traverse. Ivri, en hébreu, ça veut dire celui qui passe, celui qui traverse. Et donc, la particularité de l'identité hébraïque, qui est à l'origine du judaïsme, la particularité de cette identité, c'est le fait d'avoir quitté son identité. Je ne sais pas si vous me suivez, il y a là un paradoxe. C'est presque un dilemme insoluble de philosophie. Le judaïsme vous dit que votre identité est définie par le fait d'avoir quitté votre identité, c'est-à-dire de ne plus être là où vous étiez, de ne plus être sur le lieu de votre naissance, mais de considérer que vous êtes en chemin. Et je crois que ça raconte beaucoup ce qu'a été la condition juive à travers les siècles, parfois contrainte et forcée, parfois revendiquée. Le judaïsme a toujours quelque chose à voir avec une sorte de nomadisme, de conscience de non-installation. Et je crois que les Juifs, en bien des temps de leur histoire, ont appris ou dû apprendre qu'ils étaient pas, même quand ils étaient installés, et même quand ils étaient installés confortablement, quelque chose en eux, peut-être dans leur esprit, ou dans leur spiritualité, ne devait pas se vivre comme étant complètement installée. Et donc pour moi, l'identité juive, y compris aujourd'hui, elle a beaucoup à voir avec ça, avec cette conscience d'un passage, d'un mouvement, d'un devenir, le fait qu'on n'a pas fini de dire qui on pourrait être, à l'image d'Abraham. Et c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, je dirais, politiquement. Pourquoi c'est important politiquement ? Parce que vous l'avez peut-être constaté, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont obsédés par leur identité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à définir leur identité comme quelque chose de totalement sacré, mais quand ils vous parlent de leur identité, ils vous parlent uniquement de leur naissance ou de quelque chose qui leur serait assigné. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont qui ils sont parce qu'ils sont nés quelque part, parce qu'ils sont nés au sein d'une tradition fixe, figée, quelque chose qui n'aurait rien changé, qui n'aurait jamais changé et qui ne pourrait pas changer. Et moi, je crois que l'identité, c'est exactement l'inverse. Je crois que l'identité, c'est jamais quelque chose de figé. L'identité, c'est la façon dont on emmène ailleurs ce qu'on nous a donné. Et je trouve que c'est important à méditer aujourd'hui, dans un temps, encore une fois, où tellement de gens sont des obsédés de l'identité, des obsédés de l'inchangé, des obsédés de la pureté, dont je vous parlais il y a un moment. Ce discours, il existe en Europe, il existe aux États-Unis, et je trouve que le judaïsme a quelque chose d'intéressant à apporter pour questionner ces certitudes, pour toujours nous replacer dans la question. Vous le savez, il y a plein de blagues juives qui racontent ça. Le judaïsme, il préfère toujours les questions aux réponses. Et en général, quand on pose une question à un rabbin, il est censé vous répondre par une autre question. Et je pense que ça nous raconte la puissance du doute, la sagesse du doute, savoir qu'on n'a jamais fini de dire qui on est, qui on pourrait être. Et pour moi, ça a tout à voir avec l'identité juive. Je voulais juste donc rappeler qu'en fait, tu as écrit de nombreux livres, et notamment ce livre Comment les rabbins font-ils des enfants, qui explique aussi justement voilà, quand est-ce qu'on devient juif ou quand est-ce qu'on est juif. C'est un livre. Oui, en fait, dans ce livre, j'ai exploré le fait que dans tous nos récits, ou presque, les gens sont qui ils sont parce qu'ils sont partis de quelque part. Alors, dans le judaïsme, il y a l'histoire d'Abraham qui quitte la Chaldée, mais un peu plus tard, on raconte une autre histoire, ô combien centrale, qui est peut-être d'ailleurs l'histoire la plus centrale de notre héritage, c'est le fait d'avoir quitté l'Égypte. C'est-à-dire qu'on est né en Égypte comme peuple, mais à un moment donné, on en est sorti. Et en fait, tous nos récits racontent notre mise en route vers un ailleurs, notre traversée d'un désert, un chemin vers une terre promise. Et d'ailleurs, la Bible elle-même, enfin la Torah, s'achève au moment où on arrive aux portes d'une terre promise. Et c'est comme si tout ça nous enseignait que ce qui est intéressant, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage, cette mise en mouvement, cette mise en route. Alors, c'est très cher au judaïsme, mais on pourrait tout à fait dire que les autres traditions monothéistes le revendiquent avec leur langage de la même manière. Par exemple, clairement, dans la théologie chrétienne, il y a une idée forte d'une mise en route de Jésus, d'une résurrection, de la possibilité de devenir et d'aller vers un ailleurs. Et dans l'islam, il y a une idée aussi très forte de migration, c'est ce qu'on appelle l'hégire. Vous savez, le calendrier musulman, il se construit, il compte le temps à partir de la mise en route de Mahomet dans son voyage. Et donc, toutes nos traditions religieuses, elles chérissent
les mises en route, les mises en mouvement. Et le grand malentendu, à mon sens, de nos traditions, et notre grand malheur peut-être, c'est que bien souvent, ceux qui parlent en leur nom, les voix les plus traditionnalistes de nos religions, elles invitent toujours à la sédentarisation. C'est-à-dire qu'elles invitent toujours les gens à croire qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut rien changer, et qu'il faut s'installer solidement dans ses certitudes. Et c'est paradoxal parce que, en fait, elles parlent au nom de héros qui, dans nos textes, ont fait exactement l'inverse, ont décidé de se mettre en chemin. Et donc, ça pose encore une fois une question philosophique intéressante. Je ne sais pas s'il y a des cours de philo au lycée français de New York, mais voilà, une vraie question philosophique qui est la question de la fidélité à la tradition. Comment on fait, et ça c'est une vraie question que je vous soumets, comment on fait pour être fidèle à une tradition qui a mis en son sein la nécessaire infidélité à la tradition? Vous voyez ce que je veux dire? Si nos héros sont des gens qui ont quitté la tradition de leur origine, comment vous allez être fidèle à leur histoire? Est-ce que être fidèle à leur histoire, ça veut dire ne rien changer à ce qu'ils vous ont transmis? Ou est-ce que ça veut dire faire exactement ce qu'ils ont fait et donc être capable, vous aussi, de vous mettre en route par rapport à ce qui vous a été transmis? C'est un beau débat philosophique pour des classes de terminale. Ouais. Je ne crois pas que le professeur de philo soit là, mais de toute façon, on partagera ce Zoom avec tout le monde. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a d'autres questions sur le Q&A, sur l'antisémitisme. Mais là, je voudrais revenir un peu, peut-être avant d'y revenir, parler du fait que tu sois une femme. Il y a beaucoup de questions des élèves là-dessus. Peut-être que Noah, tu peux poser cette question, la question 5, ou peut-être la question 4, pardon, excuse-moi. La question 4, voilà. Ok. Donc, quel a été votre parcours religieux en tant que femme pour donc, à devenir rabbin? Et est-ce qu'il est différent des hommes? Et en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre parcours qui vous auraient défavorisé par rapport aux hommes? D'accord. Alors, j'ai un tout petit peu commencé à en parler tout à l'heure. Moi, j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas de femmes rabbins et c'était même pas envisageable. Et quand je suis revenue en France après mes études aux États-Unis, j'ai bien entendu dû faire face à des résistances très fortes, comme il m'arrive encore de faire face à des résistances au sein du monde religieux, pas juste juif d'ailleurs, mais du monde religieux dans son ensemble, plus conservateur, qui considère que c'est pas le rôle des femmes d'exercer cette fonction. Et en général, ce qui est mis en avant comme argument pour empêcher les femmes d'exercer des fonctions de leadership dans le monde religieux, c'est des arguments de plusieurs ordres. Parfois, on vous dit l'essence des femmes est ailleurs. Vous savez, cette idée d'un essentiel féminin qui consisterait à plutôt investir le champ de la maison, de l'intériorité, d'être une bonne épouse ou d'être une bonne mère. Il y a toujours cette idée que quand une femme existe au dehors de la sphère domestique, de la maison ou de la sphère maternelle, elle était en train de trahir quelque chose du féminin. Et ça, c'est un argument qui est très problématique, qu'on entend dans toutes les religions. C'est un argument qui porte un nom. En philosophie, on appelle ça un argument apologétique. C'est-à-dire qu'en fait, on va encenser le féminin, décréter qu'il est sacré ou qu'il a des fonctions essentiellement sacrées, pour mieux enfermer les femmes ou les empêcher d'exercer certaines fonctions. C'est comme si on construisait des barrières dorées au nom de la femme avec un grand F pour un peu mieux empêcher les femmes avec un petit f, c'est-à-dire chacune d'entre nous, de pouvoir être là où elle doit se trouver. À travers l'histoire, c'est pas seulement vrai dans le judaïsme, encore une fois, c'est vrai dans toutes les traditions et même dans toutes les cultures traditionnelles. On considère que la femme, elle est toujours ramenée à son corps d'une certaine manière. Elle n'est pas vraiment en possession d'elle-même. Elle appartient au groupe, elle appartient à son époux, elle appartient à son père ou à la famille ou à la tribu dans laquelle elle se trouve. Et c'est très difficile pour une femme d'exister de façon autonome et aussi très difficile pour elle de ne pas être qu'un corps. Vous l'avez peut-être remarqué, on a souvent considéré dans l'histoire que quand une femme parle, qu'elle a accès à une certaine érudition ou un certain savoir, elle est perçue comme étant dangereuse. C'est la célèbre histoire des sorcières. Vous savez, dans tous les contes de fées, dans toutes les histoires même qu'on nous raconte enfants,
ou au Moyen-Âge, c'était particulièrement fort. On toujours accusé les femmes savantes ou sachantes de constituer un élément subversif dans la société, d'être dangereuse. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, pour revenir à mon histoire personnelle, j'ai dû faire face à des résistances parfois assez fortes, de gens qui sont d'ailleurs pas toujours des hommes, parfois des femmes aussi, qui voient d'un très mauvais œil l'idée qu'une femme puisse exercer ses fonctions. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que j'ai eu la chance, maintenant ça fait 12 ans que je suis rabbin, mais ça fait aussi un moment que j'écris des livres, que je donne des conférences et que j'ai la chance d'être entendue dans la société française, dans le sens où j'ai la chance d'être souvent invitée, je sais pas, dans les médias ou auprès des acteurs des pouvoirs publics, ce qui fait que j'ai eu la chance maintenant de gagner une certaine reconnaissance qui fait que je fais face sans doute à moins de résistance, mais ça reste quand même un combat complexe et difficile. Mais c'est pas vraiment surprenant parce que les femmes, un peu comme les juifs d'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera, mais les femmes, elles sont souvent considérées comme étant la figure de l'altérité dans nos sociétés. La femme, c'est l'autre avec un grand A. Et en fait, un système qui ne fait pas de place aux femmes, comme c'est souvent le cas dans les systèmes religieux, un système qui ne fait pas de place aux femmes, c'est en général un système qui a du mal à faire de la place aux autres, quels qu'ils soient, aux non-croyants, aux non-pratiquants, aux convertis, aux couples mixtes, aux homosexuels. Enfin, on pourrait décliner très très largement les figures de l'altérité. Mais le féminin, souvent, les représente. Le féminin et les femmes sont comme la figure qui incarne l'autre pour le système. Et donc, ce n'est pas vraiment étonnant que ça suscite de telles résistances. Moi, j'ai appris avec le temps à en rire, bien souvent, à ne pas y faire tellement attention, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça pose encore des problèmes à certains. C'est d'autant plus vrai peut-être en France où il y a peu de femmes qui exercent des fonctions religieuses. Aux États-Unis, depuis très longtemps, il y a des femmes pasteurs et je crois que l'influence du protestantisme sur la société américaine a accéléré un peu la reconnaissance du leadership religieux féminin. Mais vous le savez aussi, il y a encore beaucoup de gens à qui ça pose quand même un problème ou qui considèrent que la place des femmes est ailleurs et que le corps des femmes ne leur appartient pas vraiment. On voit beaucoup cette question aujourd'hui débattue aux États-Unis, notamment autour de la question de l'avortement et de beaucoup d'autres questions qui en fait touchent directement à la question du corps des femmes et de son autonomie ou de sa propriété. Voilà, c'est une question politique extrêmement chaude aujourd'hui et complexe. Alors, je vais prendre une question du chat, peut-être, justement, en complément de ce que tu as dit. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Alors, ce que j'adore dans mon métier d'abord, c'est que il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. En fait, j'ai la chance d'exercer une fonction où il y a un élément dans mon métier qu'on pourrait définir comme un élément pastoral, c'est-à-dire un élément d'accompagnement. J'essaie de me tenir aux côtés des gens quand ils ont besoin de la tradition et d'un accompagnement rituel. Ça veut dire être là pour les gens au moment d'une naissance et d'un mariage, mais parfois au moment d'une maladie, au moment d'un deuil. Donc ça, c'est un élément pastoral de mon travail, mais il y a aussi un élément très important d'études et d'enseignement. La fonction rabbinique, c'est surtout, on va dire, une fonction d'enseignant. Donc j'enseigne beaucoup et j'écris et je donne des conférences. Et puis j'ai la chance de diriger une revue qui s'appelle Tnoa, qui veut dire en hébreu le mouvement, où j'essaie de faire dialoguer toujours des questions de société avec de la pensée juive. Dans les différents... d'ailleurs, vous pouvez consulter, c'est très facile d'accès. On a un site qui est www.tenoua.org, Tenoua.org, où on fait dialoguer des questions vraiment de société, le féminisme, l'homosexualité, la question de l'héritage, de l'argent, du racisme, de l'antisémitisme. Là, cette semaine, on a beaucoup réfléchi aussi à l'impact des procès des attentats de janvier 2015 et comment est-ce que, par exemple, la question du pardon se pose autant dans le calendrier juif en ce moment, au moment des fêtes de Yom Kippour, par exemple, la question du pardon, elle est très centrale. Et donc, on pose la question de qu'est-ce qu'on peut pardonner et est-ce qu'on peut pardonner? Et dans le cadre d'un procès, qui est un procès national, mais qui a un impact sans doute international, c'est pertinent de se poser la question de comment
la pensée juive, elle peut dialoguer avec ces questions de société. Donc, vous voyez, en fait, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que, en fait, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Pour moi, je me pose toujours la question de savoir comment la pensée traditionnelle peut rester cohérente pour notre génération. C'est pas juste, vous voyez, comme un musée qu'on visiterait, des enseignements que nos arrière-grands-parents auraient transmis à nos grands-parents, qui les auraient transmis à nos parents, qui nous les transmettent comme quelque chose d'un peu poussiéreux qu'on se passe de génération en génération. Pour moi, c'est pas ça de la pensée religieuse vivante. Pour moi, la pensée religieuse, elle est intéressante et vivante quand elle peut entrer en résonance avec quelque chose d'inédit qu'on traverse. On l'a tous vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, quand on s'est retrouvés confinés dans nos maisons à vivre quelque chose de totalement inédit pour notre génération. On s'est rendu compte la force que pouvaient avoir les récits du passé dans nos vies et les rites, les rituels. Pas juste religieux d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, il y a plein de gens qui se sont mis à lire des livres du passé pour voir comment d'autres générations que la nôtre avaient traversé des temps d'obscurité, des temps de crise, des contaminations. Par exemple, en France, c'était intéressant, tout le monde a relu La peste de Camus. Parce que bien évidemment, tout à coup, ce livre entrait en résonance de façon inédite avec notre expérience d'aujourd'hui. Donc, on est tous conscients qu'on a besoin de créer des liens entre les temps de nos vies, entre le passé et le présent, pour envisager l'avenir. Et moi, j'ai l'impression que mon métier de rabbin, il sert à faire ça. C'est-à-dire que je fais un lien entre les textes juifs qui se sont transmis entre les générations, et je pose la question de quelle pertinence ils peuvent avoir pour aujourd'hui. Souvent, les gens me demandent comment je définirais le métier de rabbin. Bien sûr, c'est un métier d'enseignant, c'est un métier de pasteur, mais le métier qui, pour moi, se rapproche le plus de ma fonction rabbinique, ça va peut-être vous étonner, mais c'est le métier de conteur. C'est-à-dire, vous savez, la force des contes dans nos traditions, c'est la puissance du narratif et des récits, c'est qu'en fait, ils nous aident à grandir. Et je trouve que les récits religieux, comme les contes, c'est des récits sacrés qui nous aident à grandir, qui nous aident à traverser des moments difficiles, qui nous aident à changer, qui nous aident à appréhender notre vulnérabilité et parfois notre mortalité. Et voilà, si ma fonction sert à quelque chose, pour moi, c'est à ça. C'est sûr que tu joues un rôle très important pour beaucoup de monde. Donc il y a aussi pas mal de questions sur, tu en as un petit peu parlé de la laïcité. C'est vrai qu'on vit ici aux États-Unis avec une autre vision de la société. Alors peut-être, Noah, tu veux poser la question 7, la question de... oui, c'est ça, la question 7, la question de Yanis, d'ailleurs, qui est un élève de première. So, do you think a balance can be found between the laïcité of France and the presence of religion in the United States government? Ouais. Je vais répondre en français. Alors, en français, je réponds comme d'accord. Alors, souvent ces dernières années, parce que j'ai vécu aux États-Unis et en France, les gens me demandent de comparer les systèmes de laïcité à la française et du secularism à l'américaine. Et en fait, c'est un vrai casse-tête, vous le savez, parce que en fait, le mot laïcité, on ne peut pas le traduire par secularism. En fait, c'est vraiment pour moi le mot laïcité, peut-être ce que les Américains appelleraient un lost in translation, c'est-à-dire il y a une impossibilité à traduire ce terme qui en fait vient raconter une histoire française et un héritage et un contexte qui est presque aux antipodes de ce qu'est l'héritage, l'histoire et le contexte américain. Pour le dire de façon très simplifiée et un peu schématique, l'Amérique s'est construite sur l'idée de freedom of religion, c'est-à-dire vraiment sur l'idée que ce pays promettait une liberté de pratiquer, que chacun puisse pratiquer comme il l'entend. Et l'histoire de France et son héritage s'est construite sur une idée historique très différente qu'on pourrait résumer de la manière suivante, c'est qu'en France, il y a une promesse de freedom from religion et pas freedom of religion. Je veux dire par là qu'en France, parce qu'il y a eu une telle mainmise pendant des siècles de l'Église sur la vie politique et religieuse de ce pays, il y a eu un moment donné, après la Révolution française, la laïcité s'est développée dans l'idée qu'on allait promettre aux gens que jamais il ne s'exercerait sur eux une pression religieuse qui limiterait leur liberté. Et donc l'héritage français, historique, est un héritage on va dire, d'émancipation de l'individu par rapport à son ethnie, sa religion,
ou sa naissance. C'est ce que j'essayais de développer tout à l'heure, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre dans le monde anglo-saxon. C'est que la laïcité fait une promesse à la nation française, qui est qu'en toutes circonstances, les individus pourront y parler à la première personne du singulier. Je pourrais dire « je » en toutes circonstances, même contre mon groupe d'affiliation, même contre ma religion, même contre mes parents, ma naissance, la pression de mon église, de ma mosquée ou de ma synagogue. Et donc, c'est une garantie de première personne du singulier contre toute première personne du pluriel, contre tout nous qui ne serait pas celui de la nation. Et c'est vraiment dans ce contexte que s'émancipe le citoyen français. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre que tout communautarisme, aujourd'hui, est regardé de façon un peu suspecte en France. Et ça donne lieu, bien entendu, à une crise. Aujourd'hui, le système de la laïcité à la française est en crise, et il serait absurde de le nier. Ce n'est pas un système idéal, c'est un système qui connaît une crise. Mais on pourrait dire la même chose du sécularisme américain, qui connaît aujourd'hui une autre forme de crise, une forme de repli sur des identités, où moi qui suis observatrice très étrangère, aujourd'hui j'ai vécu longtemps aux États-Unis, mais je suis en Europe depuis maintenant 12 ans, je perçois bien qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis d'autres problématiques, une autre crise identitaire qui va prendre d'autres formes. Le fait qu'il y ait tellement de gens aux États-Unis ces dernières années qui, quand ils prennent la parole, commencent par préciser de quelle communauté ils parlent. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour un esprit français. C'est-à-dire le fait de commencer une phrase, comme c'est très souvent fait aux États-Unis, en disant as a Jew, or as a black person, or as a, 3 petits points, vous pouvez compléter la phrase, est inacceptable dans un modèle laïque français, parce que nos histoires se sont construites très, très différemment. Et ça rend le dialogue parfois complexe. Alors, pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu, qui m'a été posée, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le propre des rabbins, c'est de jamais vraiment répondre aux questions, ou alors par une autre question. Je pense que c'est des modèles qui sont inconciliables. On ne peut pas trouver une zone tampon entre ces deux modèles, tout simplement parce qu'on est héritier d'histoires différentes. Mais par contre, on peut vraiment apprendre les uns des autres. Je trouve aujourd'hui, on peut développer une forme d'ouverture d'esprit et de plus grande tolérance en reconnaissant d'où parle l'autre, c'est-à-dire de quelle histoire il est construit et quelles sont les sédimentations historiques dont parfois il n'est même pas conscient lui-même, mais qui construisent son discours. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important à chérir aujourd'hui, comme il est important de chérir la dissonance, la diversité des points de vue, et c'est pas toujours facile à faire dans une culture où sur les réseaux sociaux, par exemple, on nous demande d'avoir une opinion en 280 signes, de n'être amis qu'avec des gens qui pensent comme nous, qui votent comme nous, qui mangent comme nous, qui ont la même éducation ou qui lisent les mêmes livres. Ça devient très difficile de chérir la dissonance et de respecter le point de vue de l'autre. On est dans une culture où, vous le savez, même sans doute mieux que moi, la culture de l'annulation de l'autre, une idée que l'autre serait cancel, comme on dit aux États-Unis, pour telle ou telle idée, est difficilement conciliable parfois avec le respect de la diversité des points de vue. Ça ne veut pas dire que toutes les opinions sont acceptables, bien entendu. Ce n'est pas un relativisme moral absolu, mais c'est très difficile de placer la limite entre ne pas accepter le relativisme moral qui fait que toutes les idées se vaudraient et le fait de chérir quelque chose qui doit être très précieux pour chacun d'entre nous, la possibilité qu'il y ait d'autres points de vue que le mien, et aussi la possibilité que je puisse, à l'issue d'une conversation avec un autre, reconnaître que j'ai changé de point de vue. C'est-à-dire que peut-être je me suis trompée, et peut-être je peux évoluer dans la façon dont je perçois telle ou telle problématique. Pour moi, le modèle, et ça ne vous étonnera pas, c'est le modèle rabbinique du Talmud. Pour ceux qui ont beaucoup d'entre vous, pour ceux qui ont peut-être parmi vous déjà ouvert un livre de Talmud, un livre de Talmud est écrit de la manière suivante. Sur toutes les pages, il y a des gens qui se disputent. Sur toutes les pages, il y a des gens qui débattent et qui ne sont pas d'accord. Et c'est extrêmement important qu'ils ne soient pas d'accord. C'est extrêmement important qu'ils puissent confronter leur idée au modèle d'un autre qui connaît un autre contexte et une autre histoire. En français, il y a une expression fabuleuse, qui est peut-être mon expression favorite. C'est l'expression « tomber d'accord ». Vous l'entendez ? Tomber d'accord, ça suggère que quand on est d'accord, boum,
on tombe. En fait, être d'accord complètement avec un interlocuteur, ce n'est pas du tout une élévation, c'est une chute. Et au contraire, quand vous pouvez accepter le désaccord, alors là, peut-être que vous avez une chance de vous élever et de grandir. J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis maintenant. Sinon, c'est mauvais signe. En fait, on vient un peu au bout de cet entretien, mais j'aimerais juste poser, bon, bah, cette question, tu l'as déjà là un peu abordée, mais pour finir sur une note, disons, un peu d'ouverture. Donc, j'ai posé la question du professeur d'histoire, géographie, docteur Arthur Plaza, qui nous dit comment construire un dialogue interreligieux afin de combattre l'antisémitisme et l'islamophobie. Alors, sur une oui. ouverture à Oui. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup ce que j'ai essayé de faire en écrivant ce livre avec Rachid Benzine, qui est quelqu'un qui m'est très cher, un islamologue qui est venu donc vous parler. En fait, on a décidé de dialoguer à bâton rompu et d'écrire un livre à partir de nos conversations. Ce qui nous est apparu très clairement au cours de ces conversations avec Rachid, qui est quelque chose qui apparaît en réalité à quiconque est prêt à s'engager sérieusement dans le dialogue interreligieux, c'est qu'il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. On n'utilise pas les mêmes mots, pas les mêmes références. Parfois, il y a un mot que moi j'utilisais et que lui ne comprenait pas du tout. Ou alors un mot qu'il utilisait et je ne voyais pas du tout à quoi il voulait faire référence. Je vais vous donner un exemple. Quand un musulman vous parle de soumission, bien souvent, pour un juif, c'est très compliqué de comprendre à quoi il veut faire référence. Quand un juif parle de commandement, très souvent, son interlocuteur, chrétien ou musulman, ne voit pas exactement à quoi il veut faire référence. Et c'est intéressant parce que c'est exactement la problématique du lost in translation dont je vous parlais tout à l'heure. La force d'un dialogue religieux, c'est quand vous acceptez qu'il y a quelque chose chez l'autre qui vous sera à jamais un peu étranger. Il n'y a pas une totale transparence de son monde et du vôtre. Il y a comme un malentendu. Et le malentendu, c'est extraordinaire. Le malentendu, c'est le lieu où tout devient possible, parce que le dialogue peut commencer pour essayer de comprendre ce que dans ces mots, l'autre veut vous dire, avec des mots que vous n'auriez pas utilisés. Et donc, la force de cette différence est le moment où le dialogue religieux devient intéressant, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dialogue religieux où on fait semblant de croire qu'on est d'accord sur tout. Vous savez, tous ces dialogues religieux qui consistent à dire « nous aimons la paix, aimons-nous les uns des autres, soyons tous frères », c'est plein de bonnes intentions, mais en réalité, ça nous emmène nulle part. Donc, la condition d'un dialogue religieux efficace, c'est d'accepter le désaccord. Mais ça repose sur, pour moi, un autre présupposé. L'autre présupposé, c'est d'accepter qu'on a beaucoup plus à voir l'un avec l'autre que bien souvent, on a à voir avec les extrémistes de notre propre famille. Et ça, c'est quelque chose qui était totalement évident dans l'écriture de ce livre avec Rachid Benzine, c'est que bien évidemment, on partageait, lui et moi, beaucoup plus que finalement je ne partageais avec des gens au sein du monde juif qui auraient développé une vision extrêmement fermée, exclusive ou excluante de nos identités. Et c'était le cas également pour lui. Et donc, le dialogue interreligieux, il est efficace quand il reconnaît le désaccord, mais quand il sait également que du cœur de ce désaccord, on peut créer ensemble des alliances contre les propres dérives et folies de nos familles. Et puis, ça implique aussi, et ça, c'est pas toujours politiquement correct, d'accepter que les folies et les dérives et parfois les violences et le fanatisme de nos propres religions aussi des voix de notre propre religion. Je veux dire par là que c'est un peu facile de dire que les violences ou les dérives de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. De la même manière qu'il serait erroné de dire qu'un certain fanatisme juif n'aurait rien à voir avec le judaïsme. En fait, c'est faux. Ça a à voir avec nos traditions. Nos traditions peuvent donner lieu à des discours de paix et à des discours de vie et d'avenir, comme elles peuvent être interprétées dans le sens du rejet, de la violence et de la haine. Et en fait, on n'ira nulle part si on n'est pas capable, chacun dans nos familles, de nous livrer à cette autocritique-là, d'être capable d'entendre ce à quoi peut donner naissance notre discours religieux, parfois même dans ses pires expressions. Merci mille fois pour cette conférence. Je sais que tu Merci à vous. ne peux pas rester tellement plus longtemps. Voilà, Noah, est-ce que tu as une question vraiment sur le bout de la langue là? Tu te dis, je vais être complètement frustrée si je la pose pas. Non, vraiment, c'était super. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres occasions et qu'on pourra poursuivre cette conversation. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'être un peu à New York aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous pendant cette heure. Au revoir Delphine.
Au revoir. Merci à vous. Merci.